Donc, bienvenue à ce 5e webinaire Mines et environnement qui est basé sur le livre Hard Rock Mine Reclamation from Prediction to Management of Acid Mine Drainage, dont je suis la coéditrice avec le professeur Bruno Bussière. Un bref rappel sur ce livre qui est destiné principalement aux ingénieurs et professionnels du secteur minier pour leur permettre d'avoir une vision d'ensemble des méthodes disponibles pour contrôler le drainage minier-acide et concevoir des méthodes de restauration performantes, mais qui s'adresse également aux étudiants de 2e et 3e cycle pour leur permettre de mieux comprendre les concepts et les méthodes de restauration des sites miniers, d'acquérir les connaissances requises et de disposer d'outils pour relever les défis associés à la restauration des sites, qui est une science relativement jeune. Pourquoi cette série de webinaires? Eh bien, principalement pour diffuser le contenu du livre dans la langue française et élargir son public cible, car ce livre est écrit originellement en anglais. Pourquoi nous vous invitons à participer en grand nombre? Eh bien, parce que ces webinaires Mines et environnement sont l'occasion d'aborder concrètement différents enjeux en lien avec la restauration minière, en présence d'expertes et d'experts chevronnés reconnus internationalement, qui proposent une approche interdisciplinaire et intégrée, avec un contenu de qualité qui conjugue des connaissances fondamentales et pratiques et une présentation des toutes dernières avancées scientifiques dans le domaine. Aujourd'hui, notre 5e webinaire porte sur le chapitre 7 du livre Hard Rock Mine Reclamation, qui s'intitule Couverture à effet de barrière capillaire ou CEBC de son petit nom. Les deux co-auteurs du livre sont Isabelle Demers de l'UQAT et Thomas Pabst de Polytechnique Montréal. Notre conférencière aujourd'hui, comme vous l'a dit Marie-Ève, c'est Isabelle Demers, qui est professeur agrégé à l'Institut de recherche en mines et environnement de l'UQAT et également titulaire de la chaire de recherche du Canada en intégration de l'environnement dans le cycle de vie d'une mine depuis 2014. Isabelle est ingénieure métallurgiste, titulaire d'une maîtrise de l'Université McGill et d'un doctorat en sciences de l'environnement de l'UQAT. Son expertise porte sur la gestion des rejets miniers, incluant la planification de leur gestion selon les différentes étapes du cycle minier, la valorisation des rejets miniers dans les scénarios de restauration des sites miniers générateurs de drainage minier acide, la modélisation numérique du comportement hydrogéochimique des rejets miniers avec et sans méthode de restauration, la désulfuration environnementale pour la prévention du drainage minier acide et du drainage neutre contaminé, la caractérisation et la modélisation géo-environnementale dès l'exploration minière et finalement le développement minier durable. Je vais laisser maintenant la parole à Isabelle pour sa conférence. Et merci Marie. Je vais prendre le temps de partager mon écran avec vous. Voilà. Et je vais prendre mon stylet. Parfait. Donc, bonjour à tous. Merci de participer en si grand nombre à ce webinaire dans lequel je vais parler des couvertures avec effet de barrière capillaire. Donc, comme Marie l'a dit, le chapitre 7 du livre qui a été coécrit avec Thomas Pabst de l'École Polytechnique. Donc, le plan de la présentation d'aujourd'hui va être assez typique, donc je vais commencer par une brève introduction. Ensuite, je vais vous introduire le concept de la couverture avec effet de barrière capillaire, donc la CEBC. Ensuite, on va parler des paramètres qui influencent la performance de ce type de recouvrement et je vais vous présenter rapidement quelques exemples d'applications et une conclusion. Donc, allons d'abord à l'introduction. Si plusieurs d'entre vous ont participé aux autres webinaires de la série, vous êtes probablement familier avec le concept de drainage minier-acide et vous savez aussi probablement que le drainage minier-acide comporte 3 ingrédients principaux, c'est-à-dire les minéraux sulfureux qui se retrouvent dans les résidus miniers, l'eau qui peut provenir de la précipitation et l'oxygène qui est dans l'air. Lorsque ces 3 éléments-là se combinent ensemble, on a oxydation des minéraux sulfureux et production du drainage minier acide.
La restauration des sites miniers, dans le fond, c'est une façon qu'on cherche à prévenir ce drainage minier acide. Et les CEBC font partie de la famille ici des barrières à l'oxygène, qui sont dans le fond une méthode pour limiter le transport de l'oxygène vers les résidus réactifs, donc et ainsi empêcher ou limiter significativement la production de drainage minier acide. Parmi les barrières à l'oxygène, il y a aussi d'autres méthodes que la CEBC qui ont été présentées précédemment lors d'autres webinaires. Il y a le recouvrement en eau, le recouvrement avec la nappe phréatique surélevée, puis bien sûr le sujet d'aujourd'hui, les CEBC. Les principales différences entre ces méthodes, on peut le voir aussi sur l'image, c'est le niveau de l'eau, le niveau de la nappe phréatique. La couverture avec effet de barrière capillaire est utilisée principalement lorsque le niveau phréatique est vraiment bas sous la surface des résidus à recouvrir. Donc, si on a une nappe phréatique ici, par exemple, on va utiliser la couverture avec effet de barrière capillaire. Si on est capable de maintenir ou de monter ce niveau de nappe phréatique, on va plutôt utiliser le recouvrement monocouche avec nappe phréatique surélevée. Et si on est même capable d'ennoyer nos résidus et de maintenir une couche d'eau par-dessus, le recouvrement en eau pourrait être tout à fait pertinent. C'est spécifiquement dans les cas où ce n'est pas possible de monter ce niveau de nappe phréatique qu'on va utiliser la couverture avec effet de barrière capillaire. Donc, je vais vous parler du concept. Des aspects un petit peu théoriques, je vais aller quand même assez rapidement là-dessus pour ne pas vous perdre, mais ces informations-là aussi sont bien décrites dans le chapitre. Qu'est-ce que l'effet de barrière capillaire? C'est un phénomène qui est formé lorsqu'on superpose un matériau fin par-dessus un matériau grossier. On peut voir cet effet-là quand même assez bien avec les propriétés hydrogéologiques qui sont présentées ici sous forme de courbe, soit la courbe de rétention d'eau qui représente la teneur en eau volumique selon la succion, et aussi la courbe de conductivité hydraulique qui représente la conductivité hydraulique des matériaux selon aussi la succion. Donc, la succion est associée avec la pression négative d'air qui est créée lorsque la nappe phréatique est inférieure au niveau de nos matériaux. Donc, si on superpose, par exemple, ici, un matériau fin qui serait le silt et par-dessus un matériau plus grossier qui serait le sable, lorsqu'on est en condition non saturée, donc nappe phréatique basse, qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre sable, il va suivre dans le fond sa courbe de rétention d'eau. Donc, à mesure qu'on va appliquer une succion, donc le niveau phréatique va s'abaisser, le sable va atteindre ici sa pression d'entrée d'air, donc le début de son drainage. Donc, on a besoin d'appliquer une faible succion pour que le drainage soit initié et il va perdre beaucoup d'eau et atteindre une teneur en eau volumique qui va être faible. Lorsque le sable se draine, sa conductivité hydraulique aussi va chuter significativement. Et donc, on va se retrouver avec un matériau qui va être peu perméable puisque l'air va avoir pris la place de l'eau dans les pores. Le silt, quant à lui, lorsque le sable se draine, il est encore dans une plage ici de succion où sa teneur en eau volumique reste élevée. Si jamais on applique encore plus de succion et qu'on atteint sa pression d'entrée d'air, donc le point où est-ce qu'on peut initier le drainage, comme la conductivité hydraulique du sable qui est placé en dessous est très faible par rapport à la conductivité hydraulique du silt, l'eau n'aura pas tendance à s'écouler vers le bas et va plutôt rester dans le silt. Donc, on va être capable de maintenir un niveau de saturation élevé dans notre silt. Plus schématiquement, j'ai une petite animation ici qui montre un peu le même phénomène. Lorsqu'on a ici des résidus miniers avec une nappe phréatique bien en dessous de la surface, on a ici un système composé de sable, d'un matériau fin et de sable.
lorsque l'eau pénètre, par exemple lors des précipitations, ce qu'on va observer, c'est que le sable ici va se drainer rapidement compte tenu de la succion et sa conductivité aussi hydraulique va diminuer. On va se retrouver avec un effet de barrière capillaire qui va être créé à l'interface entre le matériau fin et le sable. Et l'eau va avoir tendance à rester dans le matériau fin et va maintenir un degré de saturation élevé. On a le même effet de barrière capillaire qui va aussi se créer à l'interface supérieure, c'est-à-dire, par exemple, ici, entre le matériau fin et le sable et qui va prévenir les pertes d'eau par évaporation. Comment on peut observer cet effet de barrière capillaire? Bien, la façon la plus simple et courante, c'est de prendre des mesures de teneur en eau volumique dans les différentes couches de matériaux. Ici, je vous présente des résultats de modélisation numérique qui ont été obtenus sur un système qui contenait 3 couches, donc du sable, du silt et du sable, et qui était initialement saturé et qu'on a drainé assez rapidement. Ce qu'on voit, c'est que dans les 2 couches de sable, ici et ici, on obtient des teneurs en eau volumique rapidement qui atteignent des valeurs très faibles. Tandis que dans le silt, bien, ici, on a des teneurs en eau qui demeurent élevées et qui sont assez stables aussi avec le temps. Donc, on observe ici l'effet de barrière capillaire puisqu'on a un sable qui est drainé dans les 2 couches supérieures et inférieures et un silt qui a une teneur en eau élevée. L'objectif généralement d'une CEBC est de maintenir la couche, ce qu'on appelle la couche de rétention d'eau ou la couche de rétention d'humidité, donc les matériaux fins, à un degré de saturation qui est supérieur à 85 %. Pourquoi 85 %? Eh bien, on peut l'observer, la raison de ça, en regardant ici la courbe qui nous montre le coefficient de diffusion effectif de l'oxygène par rapport au degré de saturation. Dans le fond, c'est la facilité ou la vitesse à laquelle l'oxygène peut être transporté à travers un matériau. Donc, lorsque notre degré de saturation est très faible, l'oxygène peut passer quand même très facilement. Tandis que lorsqu'on a un matériau avec un degré de saturation élevé, l'eau vient créer un obstacle au mouvement de l'air et de l'oxygène. Donc, ça réduit considérablement la diffusion de l'oxygène. Lorsqu'on a un degré de saturation de plus de 85 %, on se retrouve dans cette zone-là de la courbe où est-ce qu'on a des coefficients de diffusion de l'oxygène de plusieurs ordres de grandeur inférieurs à la situation lorsqu'on est à des degrés de saturation très faibles. Donc, c'est cette portion-là qu'on vise pour une CEBC qu'on va qualifier d'efficace. Donc, la configuration d'une CEBC, idéalement, comporterait 5 couches. Okay? On a nos résidus. Cette image-là est tirée du livre, donc c'est pour ça qu'elle est en anglais, mais je vais vous donner les noms en français. On a nos résidus qui sont placés au bas. Et ensuite, on a une couche de bris capillaire. On a une couche de rétention d'eau, une couche de bris capillaire supérieure, une couche de protection et une couche superficielle. Ce qui est important de se rappeler, c'est que le cœur de la CEBC, c'est constitué des 3 couches du bas. C'est vraiment ces 3 couches-là qui servent à limiter la migration de l'oxygène et qui sont effectivement la barrière à l'oxygène. Donc, ces 3 couches-là sont absolument essentielles. La couche de protection sert contre l'érosion profonde et l'intrusion biologique. Et finalement, la couche de surface sert comme support pour la croissance des plantes et la rétention de l'humidité. On va regarder un petit peu plus en détail l'importance de chacune des couches. Mais d'abord, je voulais vous mentionner que c'est possible aussi qu'une couche soit constituée de plus d'un matériau. Par exemple, ici, on a un mélange sable et pierres concassées, sable bentonite. Ou c'est possible aussi que certaines couches ne soient pas requises ou qu'ils soient combinées, le même matériau va pouvoir remplir 2 fonctions.
Donc ça, on y va couche par couche en partant par le dessus. On va voir un petit peu à quoi ils servent plus spécifiquement. Donc, la couche superficielle sert, entre autres, de transition entre la couverture et le milieu naturel et permet aussi de réduire les fluctuations de température et d'humidité que va ressentir plus le cœur de la CEBC. Ça nous sert aussi de créer des conditions favorables à la croissance de la végétation et aussi à minimiser l'érosion éolienne et hydraulique. La couche superficielle est souvent faite de sol organique, donc pour favoriser entre autres là, les plantes. Peut aussi contenir des matériaux géosynthétiques et a une épaisseur souhaitée, disons d'environ 15 à 20 cm. La couche de protection, qui est située juste en dessous de la couche superficielle, elle sert de barrière à l'intrusion biologique. Ici, on parle des racines des plantes ou des animaux fouisseurs qui pourraient aller créer des chemins préférentiels vers le centre de la CEBC. Donc, ça protège aussi les couches sous-jacentes des effets climatiques. Puis, on peut aussi offrir un stockage temporaire de l'eau des précipitations lorsqu'il y en a beaucoup. C'est généralement fait de sable et gravier avec des cailloux pour justement limiter l'intérêt des animaux à aller creuser dedans. Et ça peut aussi être fait de roches concassées ou de stériles miniers concassés. On va en parler davantage plutôt vers la fin de la présentation. Cette couche peut avoir normalement moins d'1 mètre d'épaisseur et une conductivité hydraulique saturée qui est quand même très élevée. Donc, c'est un matériau grossier. La couche de bris capillaire supérieure, cette couche-là, c'est une des essentielles pour la CEBC et va créer les effets de barrière capillaire. Elle va aussi réduire l'accumulation d'eau via le drainage si on a une légère pente là, qui permet là, à l'eau de s'écouler. Ça permet aussi de réduire les pressions interstitielles dans la couverture, vu qu'on a un drainage de l'eau. Et aussi, ça protège là, la couche de rétention d'humidité, donc la couche qui est juste en dessous, des pertes d'eau par évaporation via la création d'un effet de barrière capillaire à la base de la couche de bris capillaire supérieure. Cette couche est faite, comme je vous ai présenté tantôt, là, dans la théorie, disons, sur l'effet de barrière capillaire. On a besoin d'un matériau qui est relativement grossier pour faire constituer cette couche, donc du sable ou du sable et gravier. L'épaisseur typique est de 30 à 50 cm et on a une conductivité hydraulique saturée qui est quand même assez élevée. Ensuite, la couche de rétention d'humidité, c'est elle qui est effectivement la barrière à l'oxygène, puisque lorsqu'on maintient le degré de saturation élevé dans cette couche, la diffusion de l'oxygène est limitée. Elle a aussi un effet de réduction de l'infiltration d'eau, vu que sa conductivité hydraulique, normalement, elle est faible, puis surtout la couche du dessous qui est, lorsqu'elle est drainée, prévient aussi l'écoulement de l'eau. Elle est généralement faite de sol silteux ou argileux, donc des matériaux fins. Dans certains cas, on peut utiliser aussi des rejets de concentrateurs qui sont inertes. Et l'épaisseur typique est de 50 cm à 1 mètre d'épaisseur. Ce qui est important, c'est la couche de rétention d'humidité a une conductivité hydraulique saturée qui est faible, donc inférieure à, par exemple, 10-5 cm par seconde. Finalement, la dernière couche, c'est la couche de bris capillaire inférieur qui sert encore une fois à créer des effets de barrière capillaire pour éviter le drainage de la couche de rétention d'humidité. Elle sert aussi à empêcher la migration du drainage mini-acide ou de l'eau qui pourrait être contaminée, qui est déjà présente dans les résidus, donc pour éviter que l'eau remonte vers la surface. Cette couche, encore une fois, est faite de matériaux grossiers comme le sable gravier et une épaisseur typique de 30 à 50 cm et une conductivité hydraulique saturée relativement élevée. On va maintenant passer aux paramètres d'influence. Différents paramètres peuvent influencer la performance
de la couverture avec effet de barrière capillaire. La première et la plus importante, c'est le contraste des propriétés hydrogéologiques des matériaux qui sont utilisés. Donc, c'est très important d'être capable de créer cet effet de barrière capillaire pour maintenir la performance dans le long terme surtout. Donc, ce qu'on voit ici sur la diapo, c'est une modélisation numérique, encore une fois, je pense que c'est les mêmes résultats que tantôt, où on a utilisé un système à 3 couches, donc de sable en haut, de silt fin au milieu et de sable en bas. Donc, le sable, c'est un sable grossier qui a une pression d'entrée d'air de 0,9 kPa. En haut et en bas, c'est le même matériau qui a été utilisé, et une conductivité hydraulique saturée de 1. Le silt, qui est utilisé comme couche de rétention d'humidité, a une pression d'entrée d'air de 11, donc à peu près un ordre de grandeur de différence par rapport au sable. Et on a une conductivité hydraulique saturée de 10-7, donc plusieurs ordres de grandeur de différence avec le sable. Et ce qu'on observe, c'est que même après 10 jours sans apport d'eau, notre silt ici maintient sa teneur en eau élevée et le sable s'est bien drainé de part et d'autre de notre couche de matériaux fins. Donc ici, ça nous représente une CEBC qui est performante, donc qui fonctionne bien. Si on change ces matériaux et on superpose des matériaux qui ont un contraste un peu moins élevé dans leurs propriétés hydrogéologiques, on voit ici à quoi ça peut ressembler. Cette fois-ci, on a un sable plus fin qui a une pression d'entrée d'air de 3 kPa et une conductivité hydraulique saturée de 10-1. Et entre les deux couches de sable, on a du silt qui a une pression d'entrée d'air de 7. Donc, on voit qu'on a un écart moindre que dans la situation précédente. Et aussi un COSAT de 10-5. Donc, encore une fois, ici, notre écart est quand même moins élevé que dans le cas précédent. Ce qu'on observe lors de la modélisation, c'est que, oui, le sable du bas va bien se drainer. Par contre, le sable du haut, ici, il se draine un peu moins bien. Et surtout, ce qu'on observe, c'est que dans notre couche de matériaux fins, dans notre couche de rétention d'humidité, on a graduellement une désaturation avec le temps. Ça en va dans ce sens-là. Donc, on peut avoir ici une diminution de la performance de la CEBC vu que notre silt va avoir tendance à se désaturer. Donc, cette configuration de matériaux, le sable fin, silt et sable fin qui a été utilisé dans ce cas-ci, n'est pas idéal pour créer une bonne CEBC. Ensuite, il y a les conditions du site qui peuvent avoir aussi une influence sur la performance de la CEBC. Le premier que je mentionne ici, le premier aspect de condition de site, c'est le niveau de la nappe phréatique. En fait, je vous dis ici que ça a peu d'influence lorsque l'effet de barrière capillaire est bien établi. Donc, si on répond aux critères de la bonne combinaison de matériaux en termes de propriétés hydrogéologiques, le fait, par exemple, ici, de passer d'une nappe phréatique de 2 mètres sous la surface, sous la base de la couverture, à 5 mètres sous la base de la couverture, ça a très peu d'effet sur le degré de saturation ou la teneur en eau volumique qu'on observe dans nos matériaux fins, donc notre couche de rétention d'humidité. Puis, c'est un peu la même chose pour notre sable. Dans les deux cas, il se draine bien, donc les effets de barrière capillaire sont maintenus. C'est un peu pour ça que je vous disais au départ que la CEBC est la méthode de restauration de choix lorsqu'on a un niveau phréatique qui est bas.
D'autres conditions du site, par contre, qui peuvent avoir des influences, ce sont les conditions climatiques. C'est sûr qu'étant au Québec, on a des variations saisonnières de précipitations, de température, on a des apports d'eau qui peuvent varier aussi selon la forme des neiges, beaucoup plus d'évaporation l'été. Donc, ces aspects doivent être intégrés là, lors de la conception pour qu'on s'assure que la performance reste adéquate dans toutes les conditions climatiques qu'on peut vivre dans une année au Québec. Ensuite, il y a les effets de gel-dégel peuvent avoir des effets sur les propriétés des matériaux. Certains matériaux, par exemple, des matériaux qui sont un peu plus plastiques, vont avoir tendance à être modifiés par les différents cycles de gel-dégel. Donc, il faut quand même considérer cet aspect-là lors du choix de nos matériaux. Par rapport au site, il y a aussi, si on se retrouve sur un site que les résidus ont déjà été oxydés, donc qui sont exposés depuis plusieurs dizaines d'années, par exemple un site abandonné, il peut avoir présence de fer ferrique, donc l'oxydation des résidus a déjà démarré, on a eu production de drainage mini-acide et production de Fe3+. Et si vous vous rappelez dans les premiers webinaires, le fer ferrique, le fer 3+, est aussi un oxydant qui peut générer du drainage mini-acide. Donc, si on place une couverture par-dessus un site qui est préoxydé, oui, on va empêcher toute migration de l'oxygène et l'oxydation directe des sulfures. Par contre, la réaction indirecte d'oxydation via le fer ferrique va quand même se poursuivre pendant un certain temps. Bon, il va s'atténuer aussi, mais on ne verra pas une amélioration immédiate de la qualité de l'effluent sur un site recouvert et qui avait déjà été préoxydé. La végétation peut aussi avoir des effets quand même significatifs sur la performance à moyen et long terme d'un recouvrement de type CEBC. Ça va être le sujet d'un webinaire, je crois, d'ici la fin de l'année 2021. C'est aussi le sujet du chapitre 14 du livre. Donc, je vais m'en tenir seulement à vous mentionner que la végétation peut modifier le bilan hydrique de la couverture et aussi les racines peuvent avoir une influence sur les propriétés des matériaux. Donc, c'est quelque chose quand même à tenir en compte lors de la conception. Ensuite, l'effet de pente est quand même un autre paramètre à considérer. Dû à la gravité, on peut observer une diminution du degré de saturation de la couche de rétention d'humidité en haut d'une pente par rapport au bas d'une pente. Bon, un parc à résidus n'est pas nécessairement toujours totalement plat, donc il peut avoir des zones inclinées et particulièrement les zones des digues qui doivent aussi être couvertes, sont inclinées. On voit dans l'exemple ici, encore une fois, des résultats de modélisation numérique qui nous montrent l'évolution du degré de saturation à mesure qu'on monte une pente, selon aussi le nombre de jours de drainage. Donc, ce qu'on observe, c'est que dans le bas de la pente, au niveau à l'emplacement 0, bien, on a un degré de saturation qui est très élevé parce qu'évidemment, vous pouvez imaginer que l'eau va avoir tendance à s'écouler par gravité vers le bas. Et lorsqu'on monte cette pente-là, à mesure qu'on monte, bien, le degré de saturation va diminuer. On souhaite quand même maintenir un degré de saturation, comme je vous disais, au-dessus de 85 %, même dans les hautes pentes pour s'assurer de la performance du système. Donc, il faut quand même réfléchir à cet effet-là lors de la conception. Et évidemment, cette désaturation en haute pente peut être influencée par l'angle d'inclinaison de la pente, sa longueur, les propriétés des matériaux de la couche de rétention d'humidité. Puis, évidemment, la durée de drainage. Donc, si on a une recharge très fréquente, cet effet-là va être beaucoup moins significatif.
Finalement, il y a aussi plusieurs autres paramètres qui peuvent avoir une influence. Lorsqu'on fait la conception, on détermine dans le fond une performance initiale qui est visée par notre recouvrement, par notre CEBC. Mais avec le temps, avec les années, il peut y avoir différents types de processus, autant physiques, chimiques et biologiques, qui vont venir affecter plus ou moins significativement, surtout les propriétés de nos matériaux et la performance du système, ce qui fait que notre performance qu'on avait prévue initialement n'est pas toujours la même que celle qu'on peut retourner mesurer sur le site après plusieurs dizaines d'années. Donc, il faut quand même tenter de minimiser les effets de tous ces processus par une bonne conception du système de recouvrement. Parlant de conception, je l'ai mentionné quelques fois, la méthodologie de conception d'une CEBC est relativement semblable à peu près n'importe quel autre type de système de restauration. Je veux quand même le souligner ici, quelles sont les différentes étapes. Donc, d'abord, on doit faire une caractérisation du site et des matériaux qui seront utilisés. Ceci va alimenter les essais en laboratoire qui vont permettre d'évaluer différents types de matériaux, leurs combinaisons pour savoir lesquels sont les plus appropriés. La modélisation numérique aussi va être utilisée pour permettre de raffiner certains scénarios et d'évaluer des configurations qu'on ne peut pas nécessairement tout essayer en laboratoire. Et ensuite, on passe à des essais de taille intermédiaire sur le terrain pour voir vraiment l'impact sur des conditions climatiques et des conditions de terrain sur les différentes configurations, ce qui nous amène à une conception finale et ensuite la construction. Et bien sûr, l'instrumentation et le suivi pendant plusieurs années de la performance de notre système et au besoin apporter des modifications pour maximiser cette performance. On va passer maintenant à quelques exemples d'applications. 3 exemples situés en Abitibi-Témiscamingue et je voulais aussi faire une petite parenthèse sur l'utilisation des résidus miniers dans les CEBC. Donc, le premier exemple, c'est le site Lorraine. C'est un site de 15 hectares situé au Témiscamingue qui a été restauré en 1998-99. C'était un site abandonné, donc les résidus étaient déjà générateurs de drainage mini-acide et ont été préoxydés. La configuration de la CEBC qui a été choisie en partant du haut vers le bas, c'est un système à 3 couches. Donc, la première couche, 30 cm de sable et gravier, sert de couche de protection et de bris capillaire. Donc, comme je vous disais tantôt, deux fonctions combinées en une seule, puisque c'est le même type de matériau qui répond aux 2 fonctions. Ensuite, on a 50 cm de silt, qui est la couche de rétention d'humidité. Sur l'image à côté, vous voyez une excavation qui a été faite en gris. En gris, ici, c'est notre silt qui sert de couche de rétention d'humidité. Et sur le dessus, qui est plus brunâtre, on voit que c'est un peu plus grossier aussi, c'est notre couche de sable et gravier. En dessous de notre 50 cm de silt, il y a aussi 30 cm de sable qui sert de couche de bris capillaire inférieure. La performance a été évaluée sur ce site pendant quand même plusieurs années, jusqu'à récemment. Et on a mesuré des flux... Oups! Désolée. On a mesuré des flux d'oxygène qui passent de 0 à 39 grammes par mètre carré par année. Donc, c'est quand même très faible et ça répond tout à fait aux critères qui avaient été sélectionnés lors de la conception. Par contre, comme c'est un site qui a déjà vécu une oxydation, donc qui est préoxydé, un traitement passif a dû être ajouté à l'effluent final pour que cet effluent respecte les critères de qualité d'eau.
Ensuite, le site Bouchard-Hébert, c'est un site de 68 hectares qui est situé en Abitibi, a été restauré en 2005-2006. Il a été restauré à la fermeture de la mine. Les résidus, leur particularité, c'est qu'ils sont très réactifs. Donc, ils ont été quand même, on ne les a pas laissés nécessairement le temps de commencer à s'oxyder avant la restauration. La configuration choisie, ici aussi, c'est un système 3 couches. Donc, 30 cm de sable et gravier qui sert de couche de protection et de couche de briques capillaires. On a 60 cm de silt et ou d'argile comme couche de rétention d'humidité et 50 cm de sable comme couche de briques capillaires inférieure. La performance de ce recouvrement a été évaluée par des essais à l'échelle intermédiaire en cellules de terrain. On a mesuré des flux d'oxygène de 0,5 à 3 grammes d'oxygène par mètre carré par année, donc qui sont très faibles et c'est pas mal insuffisant là, pour générer du drainage mini-acide. Finalement, le site Les Terrains Aurifères, ou communément appelé le site LTA, est situé lui aussi en Abitibi. A une surface de 66 hectares, a été restauré en 1996. Les résidus sont générateurs de drainage mini-acide. On voit sur l'image là, les différents matériaux qui ont été utilisés. Ici, c'est dans une pente. Donc, la configuration est encore une fois un système 3 couches qui a été choisi avec 30 cm de sable et gravier comme couche de protection et briques capillaires, ce qui s'appelle zone 3 ici sur l'image, 80 cm de résidus miniers non générateurs d'acide qui servent de couche de rétention d'humidité. Donc, ces matériaux étaient disponibles à proximité du site. Ce sont des résidus miniers qui ils ont quand même un bon potentiel de neutralisation, donc on le sait qu'ils ne génèreront pas d'acide et ils avaient les propriétés hydrogéologiques adéquates pour servir de couche de rétention d'humidité. Donc, c'est ces matériaux-là qui ont été utilisés comme couche de rétention d'humidité. Et finalement, 50 cm de sable comme couche de briques capillaires inférieure. Le suivi de la performance a été fait de plusieurs façons aussi sur ce site, dont des mesures de teneur en eau volumique sur plusieurs stations sur le site et dans les pentes. Et on a observé que la couche de rétention d'humidité maintenait un degré de saturation supérieur à 85 %. On a aussi observé que la qualité de l'effluent final était tout à fait satisfaisante. Donc, on peut conclure que ce site-là, la CEBC qui a été installée, est efficace. Je voulais aussi prendre quelques minutes pour vous parler de l'utilisation des résidus miniers comme matériaux pour construire une CEBC. Donc, un des défis qu'on a lors de la construction d'une CEBC, c'est d'avoir suffisamment de matériaux à proximité du site et qui ont les propriétés qu'on souhaite avoir pour bien créer l'effet de barrière capillaire. Ce n'est pas toujours évident d'avoir ces matériaux, des matériaux naturels qui ont toutes ces caractéristiques-là et les transporter de loin, ça amène des coûts qui peuvent être assez grands. Donc, on a regardé l'utilisation des rejets de concentrateurs comme couche de rétention d'eau, par exemple, comme dans le cas du site LTA. Et on regarde aussi pour utiliser des stériles comme couche de briques capillaires. Bien sûr, il faut que ces matériaux-là ne génèrent pas de drainage mini-acide eux-mêmes, sinon on ne règle pas notre problème dans un sens. Ici, sur l'image à côté, on voit des travaux qui ont été réalisés là, par Alex Kalonji et Kabambi, où il a utilisé des résidus désulfurés, donc des résidus à lesquels on a retiré les sulfures pour les rendre non générateurs acides. Leur courbe de rétention d'eau ici est présentée dans les traits pleins. Et il a travaillé aussi avec des stériles qui ont été concassés, dont leur courbe de rétention d'eau est représentée par les traits pointillés. Puis ce qu'on voit, c'est que, par exemple, au niveau de la pression d'entrée d'air, on a une pression d'entrée d'air ici pour nos matériaux fins
et à peu près ici pour nos matériaux grossiers, donc un écart de plus d'un ordre de grandeur. Donc, des matériaux qui pourraient être tout à fait compatibles pour être utilisés comme CEBC. En effet, ça a été testé en laboratoire, dans des essais en colonne, et les mesures nous ont permis de vérifier que ce type de matériau pouvait très bien faire une CEBC, puisqu'on a un degré de saturation élevé dans nos matériaux fins, dans la couche de rétention d'humidité, et nos 2 couches de stérile ici sont bien drainées. Pour utiliser les matériaux miniers, c'est quand même très important de bien les caractériser pour s'assurer qu'ils répondent aux exigences pour bien faire le travail de barrière capillaire. Donc ici, ce tableau-là vous présente, dans le fond, les valeurs recommandées pour différentes caractéristiques hydrogéologiques et environnementales, autant pour les matériaux utilisés pour la couche de rétention d'humidité que la couche de bris capillaire. Et ce qu'on voit, c'est que les matériaux qui ont été utilisés dans l'étude d'Alex répondaient très bien aux valeurs recommandées. Donc, ces matériaux miniers-là pouvaient être utilisés comme composantes de la CEBC. Il a ensuite fait des essais en cellules intermédiaires de terrain et on a vraiment observé l'efficacité de ce type de recouvrement. Ici, je vous présente les flux d'oxygène qui ont été mesurés au laboratoire en bleu plus foncé et sur le terrain en bleu clair. Les valeurs très faibles correspondent aux essais avec la CEBC et les valeurs plus élevées correspondent à nos configurations témoins, donc sans recouvrement. La CEBC est définitivement capable de réduire les flux d'oxygène, même construites avec des matériaux miniers. Donc, j'arrive à la conclusion. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que la CEBC, c'est une méthode efficace pour prévenir le drainage mini-acide de parcs à résidus en climat humide et particulièrement lorsque le niveau phréatique est sous la surface des résidus. Ce type de recouvrement comporte des avantages et des limites, bien sûr, comme n'importe quoi. Donc, les avantages, c'est que sa performance peut être quand même stable dans le temps et peu affectée par les variations climatiques et les variations du niveau phréatique. Différents types de matériaux peuvent être utilisés, incluant des matériaux miniers non réactifs. Et c'est une méthode qui a été prouvée et validée entre autres via les études de cas, après jusqu'à 3 décennies d'utilisation. Par contre, les limites, comme je l'ai mentionné, la disponibilité et le transport des matériaux peut limiter le choix des matériaux. Son utilisation d'une CEBC sur des résidus préoxydés lorsqu'il y a eu déjà génération de fer ferrique est possible, mais il faut s'attendre à ce que les qualités d'effluent ne soient pas, qui n'atteignent pas des valeurs très faibles dès l'installation du recouvrement. Et il faut aussi considérer qu'on peut avoir des pertes de performance dans les pentes, donc bien contrôler les pentes. Malgré tout ça, il y a encore un paquet de questions qu'on a sur les CEBC. Donc, plusieurs travaux de recherche sont en cours et on a encore des questions aussi à résoudre. Donc, les travaux présentement touchent beaucoup l'utilisation des résidus miniers comme matériaux dans la CEBC. On regarde aussi pour utiliser des rejets industriels qui pourraient être disponibles à proximité des sites comme composantes aussi des CEBC. Tous les aspects végétalisation, mon mari travaille déjà là-dessus et on continue et il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Et l'évolution des propriétés des matériaux, donc tenter de voir la performance à long terme. Et lorsqu'on parle long terme, ici, on parle de 50, 100 et plus en termes d'années. Et la restauration des haldes astériles reste toujours
un défi et on tente de voir comment on peut utiliser le concept d'effet de barrière capillaire pour aider là, la restauration des halles stériles. Donc, en terminant, j'en profite pour vous inviter au symposium sur l'environnement et les mines. Si vous aimez le contenu des webinaires, sachez qu'au symposium, on va beaucoup plus en détail sur des exemples de cas, par exemple des CEBC ou des innovations qui ont été tout à fait récentes, qui sont faites dans le domaine entre autres de la restauration des sites miniers, mais aussi de la gestion des résidus miniers, de la prévision de la qualité de l'eau, le traitement de l'eau et aussi le développement responsable. Donc, on a une programmation qui vient très bien compléter là, ce que j'ai parlé aujourd'hui et ce que vous avez entendu dans les autres webinaires. Donc, c'est un rendez-vous. Le site web est indiqué ici, là, Rouyn-Noranda 2021. .cim.org pour aller vous inscrire et en savoir davantage sur la programmation du symposium. Donc, sur ce, je voudrais remercier l'UQAT, Polytechnique Montréal, tous nos autres partenaires là, qui nous aident beaucoup là, dans les travaux de recherche et bien sûr là, à toute l'audience du séminaire. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous des aspects sur les CEBC aujourd'hui. Donc, merci. Merci beaucoup, professeur Demers. On dirait presque une conclusion, mais non, pas tout de suite, tout le monde. Comme on l'a mentionné au début du webinaire, on a une dizaine de minutes là, qui ont été réservées pour une période de questions. Donc, je vous invite à utiliser l'outil questions-réponses situé au bas de votre écran pour adresser vos questions que je vais transmettre à la professeure Demers. Donc, on va laisser un petit peu de temps aux gens pour s'exécuter. Ah. Une première question ici. Donc, quelles sont les bonnes pratiques pour assurer l'efficacité du CEBC dans les zones de pente? On peut, si possible, avant même l'installation de la CEBC, ça serait d'adoucir les pentes pour éviter qu'elles soient trop abruptes. Donc, une pente un peu plus longue, mais avec un angle d'inclinaison qui est plus faible, va quand même diminuer là, les possibilités de désaturation en haute pente. Si on n'a pas le choix de travailler avec une longue pente ou avec un angle particulier, il y a possibilité d'installer ce qu'on appelle des bris de succion, donc des endroits où on va artificiellement permettre à l'eau de s'accumuler à différents niveaux de la pente et qui vont permettre dans le fond, c'est comme si on coupait notre pente là, en différents morceaux et qui va permettre là, de réduire là, la succion qui va être ressentie dans le haut de la pente. Merci beaucoup. J'espère que ça répond bien à la question. Question suivante. Quels peuvent être les usages de ces sites une fois restaurés? Oh, c'est une bonne question. Je n'aurais pas nécessairement de réponse toute faite, malheureusement. Une fois que c'est restauré, c'est sûr que ce n'est pas des sites sur lesquels on peut se permettre de construire un édifice. Là. On n'aura probablement pas de capacité portante pour ça. Idéalement, ce qu'on souhaiterait, c'est que ça retourne à la nature. Donc, ça redevienne un site forestier, si on est en milieu forestier, par exemple. Ça serait pas mal ma suggestion. Ou peut-être ça pourrait être un site avec des constructions très, très, très légères. Donc, pas rien de trop ambitieux là, sur ces sites-là. Que la nature reprenne ses droits. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. La question suivante, elle est longue, celle-là. Allons-y. Dû à une possible érosion interne des particules de la couche de rétention vers la couche de bris capillaire inférieure, granulométrie inadéquate entre ceux-ci. Est-il possible que la couche de bris capillaire inférieure se colmate entièrement et ne soit plus apte à drainer efficacement à long terme? Oui, il y a un autre petit... Okay, il y a un autre parti? Ben, un géotextile peut-il être utilisé à cette interface pour pallier à cela?
ça pourrait être ça. L'idée, là, c'est vraiment oui, il faut considérer un bon écart de propriété entre nos matériaux, mais il faut quand même respecter les critères filtres aussi, là, les aspects un peu plus géotechniques. Donc, si on respecte ces critères filtres-là, on n'a pas observé nécessairement beaucoup là, de migration des particules fines qui viennent, dans le fond, se mélanger là, avec les stériles ou la couche de matériaux grossiers qui est juste en dessous. Il y a certains travaux qui ont été faits et puis on a tenté de voir si on place nos matériaux dans un degré de saturation très élevé, est-ce qu'on va avoir plus de migration de ces particules-là lorsque notre matériau fin va se drainer? Mais c'était très mineur. Et l'impact sur les propriétés hydrogéologiques de la couche de matériaux grossiers sont vraiment limités à une très, très, très faible épaisseur là, à l'interface entre les deux. Donc, c'est pas, si on design correctement en considérant les propriétés des matériaux, les critères filtres, ben, on ne devrait pas avoir de problème. Merci beaucoup. Quatrième question. Doit-on envisager de couper les arbres périodiquement pour prévenir les intrusions par les racines qui pourraient éventuellement altérer les propriétés de la couche de rétention? C'est ce qui avait été fait en partie sur le site Lorraine. Ça serait peut-être plus Marie éventuellement qui pourrait répondre à ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est éventuellement, selon le guide de restauration au Québec, on doit végétaliser les sites. Donc, on ne pourra pas. Ce n'est pas une méthode, selon moi, ce n'est pas une méthode viable à très long terme de toujours passer et enlever les arbres. Éventuellement, ils vont finir par reprendre leur place. Il faut plutôt trouver des façons de minimiser l'effet qu'ils peuvent avoir là, sur les matériaux, que ces racines-là peuvent avoir sur les matériaux, plutôt que de tenter de les arracher tout le temps. Est-ce que le professeur Guitoni aurait voulu intervenir ou compléter? Peut-être? Non? OK. Elle garde ça pour son webinaire. Oui, de toute façon, vous allez voir à la fin, si vous avez d'autres questions, on va vous transmettre une adresse courriel. Donc, je vais enchaîner avec l'autre question. Est-ce que cette méthode a déjà été expérimentée dans les régions à climat équatorial? Si oui, est-ce qu'elle a été performante? Dans les climats équatoriaux, je ne crois pas pour exactement le même type de recouvrement. Il y a déjà eu, par exemple, en Australie, il y a des endroits assez tropicaux aussi, là. Ils ont des endroits arides, mais des endroits tropicaux, et qui ont utilisé un peu un concept similaire, mais ce n'était pas une CEBC telle que ce que je vous ai présenté. Donc, il y aurait probablement des adaptations à faire lorsqu'on est dans un climat plus humide, mais en fait, qui est plus saisonnier, qu'il y a des périodes avec beaucoup plus de pluie, puis des périodes moins de précipitations et plus d'évaporation. Entre autres, il y a les couvertures qu'on appelle Store and Release, que je pense que Bruno a présenté aussi. Là. Ça serait possiblement plus ce type de recouvrement-là qui serait utilisé lorsqu'on a une alternance de saisons humide et saison sèche. Mais je comprends, dans un climat équatorial, on peut avoir seulement juste du humide. dans ce cas-ci, possiblement que la CEBC pourrait faire le travail aussi. Merci beaucoup. Je pense qu'on s'éloigne peut-être un peu justement des CEBC. Je la pose quand même. Sentez-vous bien à l'aise? Donc, y a-t-il des essences préférées pour le reboisement? Et ce reboisement doit-il préférablement être fait par l'humain ou on laisse la nature faire son œuvre? Oui, effectivement, je ne suis pas la bonne personne pour répondre à ça. Donc, je vous inviterai de contacter Marie là, pour avoir plus de détails. Parfait, parfait. C'est ce que je croyais, mais je voulais être certaine. Donc, il nous reste encore quelques petites minutes. Normalement, on a jusqu'à 12h30. Donc, je vais encore laisser s'il y a quelqu'un qui a des questions à poser. Il reste encore une minute ou deux.
Non, pas vrai. 1 minute ou 2, c'est trop long. Je reste quelques secondes. C'est le moment. C'est le moment d'y aller. Dernière chance. C'est ça, exactement. Exactement. Y a-t-il des essences? Non, ça va. Donc, il ne semble pas y avoir d'autres questions. Donc, mais effectivement, ce que je devais vous dire, c'est que s'il y a des questions qui vous arrivent, auxquelles vous n'aviez pas pensé, vous pouvez toujours les faire parvenir à l'adresse courriel des webinaires qui sera transmise dans l'outil Converser. Et il y a bien sûr un suivi qui sera assuré dans les meilleurs délais. Avant de terminer, je vais vous inviter à consulter la page des webinaires Mines et Environnement. Étant donné le temps de l'année, les webinaires vont faire relâche, donc en juin et en juillet, mais vont reprendre dès le mois d'août. D'ailleurs, vous pouvez dès maintenant vous inscrire aux prochaines activités et aller voir ce que l'on vous réserve pour l'automne. D'ailleurs, à cet effet, je vais partager mon écran immédiatement pour vous parler du prochain webinaire. Est-ce qu'il est là? Oui, attendez-moi un petit instant. Voici. Donc, voici. Ce prochain webinaire, il aura lieu le 25 août prochain. Il est tiré du chapitre 4 du livre et s'intitule « Recouvrement à faible conductivité hydraulique visant à contrôler l'infiltration d'eau ». Donc, 25 août, toujours à la même heure, 11h30 à 12h30. Webinaire tiré du chapitre 4 du livre qui est à l'origine, voilà, des webinaires Mines et Environnement. Les auteurs de ce chapitre sont les professeurs Alirm Abdelkabir Maksoud, Bruno Bussière et Mamer Mbonimpa. Je termine en vous disant également que le livre justement duquel est tiré ce webinaire, eh bien, qui est édité par les professeurs Alirm, Bruno Bussière et Marie Guitoni, et il est possible de se le procurer dès maintenant. L'adresse d'ailleurs où vous la procurez sera collée dans les prochaines minutes là, dans l'outil Converser. Donc, il y a plusieurs ressources là, pour vous à aller chercher dans ce fameux outil. Et en terminant, je vais vous réitérer l'invitation qui vous a déjà été faite par le professeur Demers, qui était d'ailleurs probablement beaucoup plus convaincante que moi, puisqu'elle s'y connaît bien davantage. Donc, Symposium 2021 sur l'environnement et les mines, qui aura lieu en formule virtuelle du 14 au 16 juin prochain. Pour les détails, consultez le site web de l'événement dès maintenant. Encore là, l'hyperlien vous sera partagé dans l'outil de clavardage au cours des prochaines secondes. Je vous remercie infiniment à tous et à toutes de votre participation à ce webinaire aujourd'hui qui clôt, dans le fond, cette session-ci. On va se retrouver à l'automne. Professeur Demers, vous avez déjà fait vos remerciements. Aviez-vous des derniers remerciements peut-être à faire? Et pour clore officiellement, je dirais que je vous laisse le mot de la fin de ce webinaire. Merci, Maria. Oui, c'est ça, je voudrais remercier l'UQAT pour l'organisation des webinaires. C'est vraiment une belle tribune. Puis, je vous invite à tous là, de procurer le livre et de venir au symposium. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye.